En découvrant l'art de naviguer, l'homme s'est exposé au naufrage, victime des éléments ou de la folie des guerres. La mer fut si gourmande qu'il fallut trouver les moyens de lui reprendre une partie du butin. Les chasseurs d'épaves étaient nés. Au début du XXe siècle, personne ne connaît le chemin qui mène aux abysses, ni les lois qui régissent ces lieux. Parmi les navires qui peuplent ces fonds marins, l'Artilio, bateau de scaphandrier, connut un destin hors du commun. Ce vapeur italien qui traquait les épaves dans les années 20 hante encore aujourd'hui l'esprit de plongeurs pour qui l'ultime territoire à explorer est celui de la mémoire. C'est au sud de la Bretagne que deux passionnés d'archéologie sous-marine reconstituent depuis 10 ans l'incroyable épopée de l'Artilio. Pour Claude Rabot et Gilda Goharin, tout a commencé par un point sur une carte marine. Alors, l'épave se situe en baie de Quiberon, au large. Gilda détient la concession de l'épave de l'Artilio, faisant de lui la seule personne habilitée à la fouiller. Et Claude a apporté son expérience des chantiers archéologiques pour ce qui allait devenir une plongée de 70 ans dans le temps. Alors, c'est un bateau qui est très très intéressant parce que c'est un bateau italien de scaphandrier. Et à bord de ce bateau ont été mis au point en 1926 des méthodes d'investigation et de travaux sous-marins qui sont encore actuellement employées. Et le but en fait de la fouille, c'est d'exhumer des objets qui soient les témoins de cette aventure et de la mise au point de ces techniques. Alors, l'épave de l'Artilio est devenue une épave après avoir travaillé elle-même sur des épaves et remonté des cargaisons un petit peu mythiques d'ailleurs, puisqu'elle a travaillé sur l'Élisabethville où il y avait 11 000 carats de diamants à récupérer. Elle a travaillé aussi sur l'Égypte où il y avait 9 tonnes d'or et 40 tonnes d'argent à récupérer. C'est elle qui a trouvé l'épave de l'Égypte. Eh bien, lorsque l'équipage de l'Artilio se lance dans la plus fabuleuse chasse au trésor jamais imaginée, les techniques de plongée sous-marine n'en sont qu'à leur balbutiement. Quel secret, quel talent ou quelle inconscience possèdent donc ces hommes pour vouloir ce que les autres se contentaient de rêver? Qui donc sont ces diables d'Italiens dont l'Europe entière suivit les exploits durant l'entre-deux-guerres? En plongeant sur l'épave du grand vapeur, Claude et Gilda se doutaient que les réponses se trouvaient ailleurs, au bout d'un fil qui se déroulait lentement, les entraînant aux quatre coins de l'Europe. De toute évidence, la première étape de cette plongée dans l'histoire serait italienne. Diana Castello, un village accroché aux collines qui bordent le golfe de Gênes. En 1924, un armateur génois, Giovanni Quaglia, décide de se lancer avant tout le monde dans l'aventure des travaux sous-marins. Il crée la Sorima, société de récupération maritime. Sa devise, empruntée au poète D'Annunzio, est sans équivoque. Souviens-toi d'oser toujours. Quaglia engage alors les meilleurs scaphandriers d'Italie et arme une flottille de 4 vapeurs spécialement équipées. Le vaisseau amiral s'appellera l'Artilio, la griffe,
en italien. Au large de Gênes, le bateau italien Artiglio, spécialiste des fouilles archéologiques sous-marines, s'occupe de renflouer un navire englouti depuis 2000 ans. Une équipe de scaphandriers dépêchés en éclaireur est parvenue à ramener à la surface un nombre imposant de ces amphores utilisés par les Romains pour la conservation du vin. Émouvante relique qui revoit le jour après 20 siècles d'immersion, enrichie par la mer de curieuses décorations de corail, de coquillages et d'algues. Les marins de l'Artiglio sont recrutés autour d'Imperia, port d'attache du navire et terre natale de Quaglia. En ces temps de crise, quelques heures suffisent pour constituer un équipage. Ils sont frères, neveux, cousins et troquent tous leur misère ou l'inévitable exil contre cette improbable aventure. Cherche des renseignements sur l'Artiglio. Ça vous dit quelque chose? Ah, l'Égypte. Sur l'Égypte? L'Égypte en France? Et l'Artiglio était là alors, ici? No, era al molo lì, là, al molo fuori. Quando mangiava, il giornale, non l'hanno messo a fondo lì sul porto per non passare il mare, era un'altra nave. Per queste informazioni deve andare a Porto Maurizio, all'altra imperio. À Porto Maurizio? Là, là. Quel paese lì. Oui. Porto Maurizio. Ce ne sono ancora 2 o 3 che erano sull'Artiglio. Ah, ok. Imperia. Sì, Imperio è lo stesso, quello lì e quello là. D'accord. Okay. Porto Maurizio. Ok, à Porto Maurizio, on aurait plus de renseignements qu'à Oneglia. Il resterait 2 ou 3 personnes qui connaisseraient. L'Artiglio. Ce nom évoque encore bien des légendes à Imperia. Mais de la Sorima et de ceux qui ont vécu son épopée, il ne reste qu'un marin. Il s'appelle Giuseppe Vassallo. La compagnie cherchait les meilleurs éléments. Nous étions tous du même pays que Quaglia. Andorra, Diana Castello, Imperia, des villages très proches les uns des autres. Le bateau partait de Gênes. Le porte di armamento. Poi durante l'anno, Puis pendant l'année, durante durant les périodes de travail, qualcuno malato, qualcuno si quelqu'un était malade ou voulait rentrer dans sa famille, alors il changeait l'équipage. Vous descendiez souvent à terre? Ah oui. À Belle-Île, tout le soir. Tous les soirs, vous descendiez à terre. Oui. Et vous alliez vous promener dans les bars de Belle-Île, rencontrer des marins? Oui, oui. Tutte brave gente. C'étaient tous des braves gens. Perché bisogna al nord. Parce qu'au nord de la France, Sono molto ils étaient très attachés à nous, attaccati a noi italiani. nous les Italiens. Era Il y avait beaucoup d'amitié. amicizia. Lorsque les Italiens arrivent en Bretagne en 1928, leur notoriété s'est répandue au-delà de la Méditerranée. De plus de 100 mètres de fond, ils ont déjà remonté des tonnes de matériaux et même des locomotives et des wagons. Mais Quaglia a gros appétit et la ferraille ou les amphores ne sont que hors d'œuvre. Le long des côtes bretonnes, de grands paquebots ont sombré, remplis de fabuleuses cargaisons. Parmi eux, l'Élisabethville et ses diamants, coulés au large de Belle-Île-en-Mer. Sur les quais, parmi les gamins qui se pressent pour épier les nouveaux venus,
Jean Thomas n'est pas le dernier. À l'époque, il a 10 ans. Là, j'ai la photo là, de tout l'équipage là qui était prise justement à cette époque-là. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a que vous là, donc Quaglia? Oh, c'est Quaglia, ça. Ouais, avec son cigare. Ouais. Et puis donc il est entouré là des 3 scaphandriers. C'était des colosses. Hein, moi, je les ai vus arriver donc en 1928. Et ils étaient amarrés là. Ou le petit bateau blanc et vert, vous voyez. Ouais. Ils étaient mouillés là, tous les deux. Il y avait l'Artilio et le Roscoe. Les deux bateaux étaient là. Les deux bateaux étaient et là. sont arrivés le même jour. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que vous avez pensé alors vous quand vous avez vu arriver ces deux gros machins dans le port? Parce que c'était pas habituel d'avoir des bateaux de cette taille. Non. Ah bah non, c'était des gros chalutiers qui ont été un peu transformés. Ils avaient deux mâts, dont un mât de charge à l'avant qui servait pour les opérations de scaphandre et de remontée du machin qu'ils trouvaient à bord du bateau. Le premier objectif des Italiens est donc l'Élisabethville, un paquebot belge torpillé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Le coffre du capitaine renferme 13 kilos de diamants et 20 tonnes d'ivoire sommeillent dans les cales par 70 mètres de fond. Un véritable défi pour l'époque. Con questo nuovo tipo di scafandro, la respirazione del palombaro è indipendente dall'esterno per mezzo di bombole di ossigeno e di soda caustica. La fièvre des pêcheurs de diamants gagne la presse européenne. Un journaliste du Times, David Scott, embarque à bord pour couvrir l'événement. Al momento opportuno, il palombaro, che ormai pesa molti quintali e dà l'aspetto di un uomo meccanico con delle mani a tenaglia, si immerge e inizia la sua discesa nelle profondità sottomarine. L'épave de l'Élisabethville est localisée en une semaine. Dans le fracas des explosions et le souffle des treuils, il faut moins d'un mois pour extraire l'ivoire et le coffre tant convoité. À son ouverture, c'est la consternation. Une liasse de billets détrempés, quelques pièces de monnaie, mais pas le moindre diamant. Quaglia se rend à Anvers, port d'attache du paquebot et capitale du diamant, pour y mener son enquête. En théorie, d'après la compagnie, les diamants auraient dû être mis dans le coffre du capitaine. Robert Stenuit, l'un des plus grands chasseurs de trésors contemporains, a sa petite idée. Mais le capitaine était malade, c'est le premier officier qui a pris le commandement pour le dernier voyage, il ne connaissait pas le secret, il a réussi qu'à bloquer le secret, donc le coffre était inutilisable. Il paraît qu'on avait mis les diamants avec le courrier. Alors ça se complique parce qu'ils ont démoli le local dans lequel ils devaient aller chercher. Et ça, c'est pas leur faute, c'est la technique qui est comme ça. C'est une technique brutale. On arrache, on casse tout. Et quand on vient voir, dans le local, il n'y a plus de local, tout est éparpillé. Donc, ils ont démoli tout avant d'y aller voir. Vous en avez conclu que soit ils avaient été débarqués à la palisse. Alors, ou bien c'est débarqué à la palisse, ils n'y sont plus, ou bien s'ils y étaient restés, ils étaient dans un local qui est émietté, ils sont éparpillés au fond de la mer. Et de toute façon, ils ne valaient pas un clou, parce que c'était des diamants industriels, bruts. Et ça, la fourmilière est formelle, ça venait de Tsicapa. À Tsicapa, on ne fait pas des diamants pour la reine d'Angleterre. On fait des diamants pour les drépans. Donc il y a 3 raisons qui font qu'il ne faut pas y toucher. Et finalement, c'est une affaire blanche. Les Italiens n'ont pas perdu d'argent parce que la vente de l'ivoire a récupéré les frais pour tout le temps qu'ils avaient passé. Donc ça a dû bien terminer. On peut trouver, hein, compte tenu du fait qu'on a mis à jour l'île de la banquette ici, il y a toute la partie sol qui n'a pas été dégagée, donc ce qu'on peut trouver en fin de compte c'est tous les objets de vaisselle, etc., les couverts qui ont pu être
avalée par la vase dans le sol, au niveau du sol. Hein. Quant au chantier avant, on peut trouver donc du matériel de scaphandrier. Je rappelle que par exemple au niveau des chaussures de ce pied lourd, une seule a été trouvée, il y en avait forcément plusieurs, au moins il y avait une paire, donc il faut trouver la seconde. Hein. Mais il y avait aussi donc la tourelle, les éléments les pièces détachées pour la tourelle Galeazzi et pour le Neufeld, hein, pour le gros scaphandre articulé, qui était donc suspendu ici, hein, frappé sur des potences au niveau des cloisons. C'est bon, Pour cette campagne de fouilles sur l'Artilio, Gilda et Claude ont reçu le renfort d'une unité d'élite des plongeurs de l'armée. La profondeur est faible, mais la houle et le manque de visibilité compliquent la tâche des équipes. Les plongées se succèdent toutes les 20 minutes dans l'obscurité. En 70 ans, la vase et les animaux marins ont dévoré l'Artilio. La rouille qui mine les tôles rend l'exploration périlleuse. Pendant des heures, les suceuses dégagent les tonnes de sédiments et libèrent au compte-gouttes de nouvelles pièces du puzzle. Pour Claude et Gilda, le moindre objet raconte une parcelle de l'histoire ou apporte sa part de mystère. Quelle vie menaient les hommes de l'Artilio? Pourquoi cette argenterie et ces fines porcelaines dans un navire de travail? De nouveau, la réponse était ailleurs. À Viareggio, luxueuse cité balnéaire de Toscane, qui a vu naître tous les scaphandriers de l'Artilio. Parmi les marins, ils forment une caste à part, comme les cosmonautes par rapport aux aviateurs. Iberico Gianni et Euro Franceschi sont les fils de deux d'entre eux. Prenant la relève de son père, Iberico fut lui-même scaphandrier, l'un des derniers de Viareggio. Si on avait peur, on ne faisait pas ce métier. Si on souffrait de claustrophobie, on ne faisait pas ce métier. Alors, ceux qui faisaient ce métier n'avaient pas peur et ne souffraient pas de claustrophobie. Normal. On a fouillé le carré des officiers, là où ils mangeaient, et on a trouvé leur vaisselle. Ah, vous avez trouvé la vaisselle avec Sorima Artilio. Donc ils avaient du confort, mais ils avaient aussi du luxe, de la belle porcelaine. Tu te rappelles, quand on a montré une assiette de porcelaine à Vassallo, qui était marin, il a dit, à Imperia, il a dit, ça c'est la vaisselle de Quaglia, nous on avait la vaisselle en fer, des gamelles. Des gamelles des militaires. I palombari, con il comandante e gli ufficiali di bordo, les scaphandriers, comme le commandant et les officiers, prenaient leur repas dans le salon et avaient leur propre cabine. L'équipage, lui, avait des dortoirs et mangeait de son côté. Il y avait deux groupes, comme sur tous les bateaux, les officiers et l'équipage. Et chaque cabine était très confortable. Vous avez donc des patères. Là, on en a trouvé beaucoup. Elle est cassée. Pour ce qui est de la vie à bord, il faut dire aussi qu'ils se connaissaient tous. Ils étaient tous de Viareggio, souvent de la même famille, oncle, neveu. Du coup, je crois que cela simplifiait la vie à bord.
Et est-ce qu'ils étaient connus des gens? C'est-à-dire, est-ce que quand ils se promenaient dans la rue, après des si longues absences, les gens les reconnaissaient, les abordaient Oui, parce que Viareggio, à cette époque, était un petit village. On connaissait tout le monde. Surtout des gens comme son père, mon père, qui étaient un peu au-dessus des autres, par leur métier. Loro abitano a Quiberon, dove è affondata la Silvia. Scusa, parlaci te. Loro sono, lui e lui sono dei subacquei. Dei subacquei e vanno alla ricerca di relitti, perché la zona là della Bretagna è piena di relitti. Allora sono incappati qualche anno fa in questo relitto della Silvia, dove ci sono subacquei che è in mezzo. Soro Sodini est président du club de plongée local. C'est son père, Fortunato, lui aussi scaphandrier chez Quaglia, qui lui a transmis cette passion. Ma mère, comme toutes les femmes de scaphandrier, était habituée à vivre avec les risques d'un métier très dangereux, car c'était un métier à haut risque. Mais elle savait que c'était la passion de mon père et que cela permettait à la famille de vivre. Et mon père le faisait avec beaucoup d'amour pour la famille. C'était un travail risqué, mais qui rapportait beaucoup à l'époque, d'un point de vue économique. Pour eux, c'était un travail naturel. Ils n'exagéraient pas les risques qu'ils affrontaient. Et je crois, pour l'avoir vécu en plongée avec Gilda, que la principale difficulté qu'il rencontrait, c'était la visibilité, le manque de visibilité. Mais ils étaient tellement habitués à travailler dans cette semi-obscurité que leur vue s'était habituée. Un peu comme les chats qui voient mieux la nuit que le jour. Je l'ai trouvé où? Justement. Fais gaffe, j'ai pas confiance à les vis. J'ai juste dégagé en montant, j'ai rien vu d'autre. Il faut chercher plus bas. Waouh, waouh, waouh. On a la peur là maintenant. Chaussure de ville, hein? Ouais, on en a une autre comme ça. Elle est bien concernée? On fait la peur. Ouais. Ça confirme bien ce que disait Scott dans son bouquin. Ils étaient équipés en matériel anglais, hein, puisqu'ils avaient des casques Heinck et Sip Gorman, et puis bah, voilà, une chaussure Sip Gorman. Voilà. Ça, tu l'as trouvé dans la cale avant, hein? Oui, juste à tribord, là, dans le trou. Dans le trou, ouais. Dans le trou où on a trouvé ce truc-là, là. Je pense, oui. Mais je pense que si la vase n'était pas si dense, là, on pourrait avancer davantage, là. Ouais. Voilà, ça confirme bien, on est bien dans la cale des scaphandriers. Le hublot, là, c'est un hublot de rechange d'une tourelle Galiazzi. Hein. L'épaisseur était là pour témoigner de la résistance qu'il fallait à la pression. Quand ils étaient sortis devant ou... C'est-à-dire, oui, ils avaient une structure conique, de façon à ce que, sous l'effet de la pression, ça vienne comprimer les joints. Okay. En plus du courage et de l'audace, la réussite des Italiens repose sur leur génie inventif. Le cercle très fermé des scaphandriers compte quelques brillants techniciens. C'est le cas d'Alberto Gianni, chef plongeur de l'Artiglio, à l'intuition et au sens pratique hors du commun. Pour concevoir et réaliser les outils dont il a besoin, il croise à la Spezia un autre visionnaire, Roberto Galeazzi,
que toute l'Europe surnommera le mage de la profondeur. Mon grand-père a été le premier à plonger avec la tourelle qu'il avait inventée. C'est lui qui l'a testé sans craindre de se tromper parce qu'il était sûr de ce qu'il faisait. Il a atteint la profondeur de 300 mètres. Son grand-père était quelqu'un d'une grande imagination, une personnalité vraiment éclectique. Il passait des scaphandres aux tourelles ou aux sous-marins. Il avait inventé des systèmes d'illumination pour des villes et des villages. Il avait conçu une motocyclette sous-marine. Il avait vraiment une fertilité, un génie hors du commun. Pour vous donner une idée, là vous pouvez voir Roberto Galeazzi Senior. Là, un scaphandre pour grande profondeur. Et ça, c'est un scaphandre pour haute altitude. En 1939, il pensait déjà aller à 10 000 mètres d'altitude, alors qu'Icare faisait partie de l'avenir. Tout cela pour vous donner une idée de la personnalité de Roberto Galeazzi Senior, son grand-père. Après l'Élisabethville, un défi encore plus audacieux attend les Italiens. L'Égypte, paquebot anglais coulé en 1922. À Tilbury Dock, l'imposant navire largue les amarres en direction de Bombay. Le lendemain soir, il double Ouessant dans un épais brouillard. Soudain, une sirène déchire le silence. Puis un choc épouvantable. Un cargo français vient d'éperonner le vapeur par son travers. On se bat pour les canaux de sauvetage. Ouvert sous la flottaison, l'Égypte est perdue. 20 minutes plus tard, la mer s'est refermée sur 87 victimes. Dans la capitale anglaise, c'est la consternation. Une polémique éclate sur l'attitude du commandant et l'incompétence de l'équipage. Mais on évoque surtout le pactole que contenaient les cales du navire. 8 tonnes d'or et 40 tonnes d'argent destinées aux banques de Sa Majesté dans les lointaines colonies. La bibliothèque du Greenwich Museum conserve les archives de la P&O, la plus grande compagnie de transport maritime au début du siècle, qui armait le paquebot. C'est Lias qui relate la tragédie dans ses moindres détails, allait fournir aux Italiens leurs premiers indices. La cargaison de l'Égypte est assurée par la Lloyd, plus d'1 million de livres or. Même si la vénérable maison en a vu d'autres, le coup est rude pour les souscripteurs. L'Égypte a été une perte particulièrement sévère pour les assureurs, mais la nouvelle a été accueillie avec calme. Bien sûr, plusieurs de nos souscripteurs étaient personnellement impliqués dans ce risque. Ils attendaient avec beaucoup d'intérêt les informations et les détails du naufrage qui venaient de notre agent à Brest. Est-ce que c'est la Lloyd qui s'est réunie et qui a imaginé des projets de sauvetage, ou est-ce que c'est des sociétés qui se sont proposées pour la récupération? Eh bien, dès que la nouvelle du naufrage est tombée, ce que l'on appelle le comité de la Lloyd's s'est réuni immédiatement pour organiser les opérations de sauvetage et ensuite contacter les sociétés de récupération pour qu'elles opèrent en son nom. Est-ce qu'ici on y croyait encore?
Est-ce que la Lloyd pensait qu'il y avait une chance de récupérer quelque chose avant l'intervention d'une société comme la Sorima? Je ne pense pas. On ne peut pas dire que le comité de la Lloyd était confiant à 100%. Tout simplement parce que le lieu du naufrage était réputé inaccessible et que le bateau a sombré par plus de 130 mètres de fond. Techniquement, cela représentait une opération très complexe. Alors, si vous me demandez si le comité était confiant à l'époque, je dirais plutôt qu'il était plein d'espoir. D'abord, il faut retrouver l'Égypte, qui n'est plus qu'un point dérisoire au fond de l'océan, dans une zone de plus de 30 km², balayée par les courants et agitée d'une houle incessante. Il faudra 2 ans pour la ratisser et accrocher l'épave. Les premières plongées commencent alors par plus de 120 mètres. Le problème principal dans la récupération de l'Égypte, qui se trouvait dans la Manche, c'était la profondeur, entre 100 et 130 mètres de profondeur. Le scaphandrier de l'époque ne pouvait pas descendre aussi profond avec un scaphandre flexible. Et il avait besoin d'une structure qui le protège des effets de la pression. Lorsque on a fait nos recherches sur l'Artilio, on a appris que les scaphandriers avaient des difficultés à se mouvoir dans les courants de l'Atlantique. Ah oui, bien sûr. À cause des bras. C'est vraiment une réalité? Les bras leur faisaient toujours s'orienter dans le sens du courant? Disons que cette difficulté a été la raison pour laquelle on a inventé la tourelle. Parce que le scaphandre s'orientait dans le sens du courant et le scaphandrier qui se trouvait dedans tournait aussi avec le courant. Il palombaro che si trova all'interno viene girato a seconda del verso della corrente, per cui se l'oggetto che deve vedere... Si l'objet qu'il devait voir était dans son dos, le courant l'empêchait de se retourner. Alors Gianni, le chef scaphandrier de l'Artilio, a pensé à construire un appareil constitué d'un tube en haut duquel il y avait toute une série de fenêtres, pour pouvoir regarder dans n'importe quelle direction, même si le courant déplaçait l'engin. Et ça, ce fut la grande idée qui a amené ensuite le développement des tourelles télescopiques, construites plus tard. Après 2 ans de fouilles, Gianni et ses hommes n'ont remonté ni pièces, ni lingots. Ils ont tout de même extrait des abysses le coffre du capitaine, qui contient la clé de la chambre forte où 5 ponts plus bas patiente le trésor. Comment s'était perçue à Viareggio cette recherche-là de ce bateau, de ce paquebot-là, qui était perdu pratiquement au milieu de la mer d'Iroise, et qu'on n'arrivait pas à trouver? Comment les gens vivaient ça? No, naturalmente, per quello che io posso ricordare dai racconti di mio padre, naturellement, si je me souviens bien de ce que m'en a dit mon père, il y avait beaucoup de perplexité chez les gens. On se disait que les scaphandriers étaient seulement des rêveurs. Et donc le fait que les recherches ont continué si longtemps sans donner de résultats tangibles, ça a provoqué chez tout un chacun cette perplexité, le sentiment qu'il n'allait pas réussir. In qualcuno molto probabilmente c'era inizialmente questa perplessità che non sarebbero riusciti a far niente visto che gli altri avevano fallito. Però credo che a livello di chi ha partecipato... Mais je crois que pour ceux qui ont participé à cette entreprise, il y avait l'intime conviction qu'ils allaient réussir, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir fait tous ces sacrifices sans trouver l'Égypte et ce qu'ils devaient y récupérer. E poi arrivare anche a recuperare quello che dovevano recuperare. Insomma, questo è un po'... En septembre 1930, une terrible tempête s'abat sur la Bretagne. Le bilan est effroyable. Un deuil national est décrété. L'Artilio, lui,
s'est réfugié en baie de Quiberon. Les Italiens retrouvent avec plaisir le port de Belle-Île où ils passeront l'hiver. Les autorités françaises leur ont confié plusieurs chantiers sous-marins à proximité. L'un de ces contrats concerne le dérasement d'une épave à haut risque, le Florence H, coulé par 20 mètres de fond depuis la guerre avec 600 tonnes de poudre dans ses cales. Un travail de routine pour Gianni et ses hommes, rompus à l'usage des explosifs. Le 6 décembre, les scaphandriers posent la première d'une série de charges de dynamite. L'Artilio, distant de 300 mètres, s'approche lentement. Gianni descend placer une deuxième charge. Cela ne suffit pas. L'artilio devait rester à distance, parce que l'explosion risquait de détruire le bateau. Mais le fil du détonateur rétrécissait à chaque fois, parce que le bout qui était là brûlait. Et donc, à chaque nouvelle charge, le bateau se rapprochait. Et à la fin, mon père a appelé l'armateur pour lui demander d'autres fils. L'armateur a répondu que c'était un fil spécial, fabriqué dans une usine spéciale, et qu'il n'en avait plus. Au dernier moment, alors qu'il se trouvait à 160 mètres, mon père s'est demandé quoi faire. Et comme tous voulaient rentrer en vacances, c'était juste avant Noël, ils lui ont dit « Si, si, il faut y aller. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de grosse explosion. Tout va bien se passer. » Mais au contraire, cette fois-ci... Les eaux de la baie de Quiberon se sont refermées sur l'épave suppliciée de l'Artilio. Des témoins affirment avoir vu la mer s'ouvrir sous la coque du vapeur italien, soulevé comme un fétu de paille, avant d'être englouti en quelques secondes. L'explosion est si violente qu'à des dizaines de kilomètres à la ronde, on croit à un séisme. De la voûte de l'église de Watt, des morceaux de plâtre s'effondrent sur les paroissiens. J'étais sur le mur en train de regarder le port et puis j'ai entendu une explosion et j'ai vu des projections de sans doute des morts, des trucs comme ça, de derrière Watt, qui était pas loin. D'ici, vous avez vu toute cette gerbe, hein? Ah oui, oui, ça fait du bruit. Oh là là, une énorme fumée noire derrière Watt, mais c'était assez haut, hein? C'était vraiment visible, hein? C'était vraiment... Ah oui, ça fait comme un grand champignon noir. Ah oui. J'ai vu les machins, les morts, parce qu'ils ont débarqué à la cale, là. Ils ont débarqué là. C'est le Rostro qui les a débarqués. Oui, le Rostro. J'ai vu, moi, le scaphandrier, le Gianni, ouais. Il avait encore sa combinaison sur lui. Son scaphandre sur lui. C'est lui qui a mis la dernière mise à feu. Ouais. Il y avait deux frères qui s'appelaient Raffaelli. Oui. Il y a un des Raffaelli qui a été tué et l'autre pas. Et je me souviens que toute la nuit, il a erré dans le palais en pleurant et en criant parce que son frère était mort. Ça, c'était triste. Lorsque l'accident a eu lieu, donc en 1930, il y a eu une première fois des funérailles à Belle-Île, où il y a eu beaucoup d'émotions. Ils étaient très aimés, ils étaient très implantés. Est-ce que vous savez quels étaient leurs rapports avec les Bretons? Je crois qu'à Belle-Île, une grande partie des habitants étaient pêcheurs. Et donc, ils connaissaient la mer. Ils savaient quelle vie menaient les scaphandriers, quel danger ils couraient. Alors ils ont été vraiment émus quand ils ont appris l'accident. Je crois que c'est surtout parce qu'ils étaient pêcheurs. S'ils avaient été paysans, peut-être qu'ils n'auraient pas compris l'ampleur du désastre.
L'Italie entière est sous le choc. À Viareggio, les funérailles des scaphandriers et marins disparus attirent des milliers de personnes, parents, amis ou simples curieux, venus saluer la mémoire des enfants du pays. Quand ma mère a épousé mon père, elle avait 19 ans. À 21 ans, elle était veuve. Qu'est-ce qu'elle a connu de lui? Elle ne l'a vu que quelques mois. En 29 et en 30, il est parti travailler en Atlantique. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il était bon, généreux. Mais j'en ai plus appris sur lui en lisant le livre de David Scott que par ce que m'a dit ma mère. Quand on grandit sans son père, c'est vrai qu'il y a un grand manque. Mais je me rends compte encore plus aujourd'hui que quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je le ressens encore plus. Peut-être un peu à cause de vous, ou plutôt grâce à vous. Vous avez un peu réveillé tous ces souvenirs. Au lendemain du drame qui a décimé ses troupes, Giovanni Quaglia ne s'avoue pas vaincu. Inébranlable, il arme en quelques mois un nouveau bateau qu'il rebaptise du même nom et rassemble un nouvel équipage. Ils iront d'abord sur l'épave du premier Artiglio, remonter du matériel ainsi que la plaque qui ornait la passerelle et sur laquelle on lisait « Souviens-toi d'oser toujours ». Il y avait le sentiment, comment dire, la volonté de terminer un travail que les autres scaphandriers avaient mené avec tant de constance et de ténacité. L'envie de poursuivre un travail interrompu de façon tragique. Et aussi une envie de revanche sur le destin qui avait frappé les compagnons de travail. En 1930, ils avaient trouvé l'Égypte, mais ils n'avaient pas encore trouvé l'or. Donc c'était une motivation quand même, même s'il y a eu un drame. Il fallait continuer. Il fallait continuer. Et puis il travaillait aussi pour cette société qui était la Sorima, qui avait des engagements contractuels avec la Lloyds et avec d'autres. En plus du devoir moral, il y avait des obligations de reprendre cette recherche. Il y avait la nécessité de détruire 6 ponts avant d'accéder à la salle du trésor. Pour cela, ils avaient besoin d'un observateur sur place, sous l'eau, qui guidait par téléphone le bateau en surface. Et cela, nous avons vu qu'on ne pouvait pas le faire avec le scaphandre parce qu'il pouvait se retourner. Et le scaphandrier ne pouvait pas donner les bonnes indications à la surface. Le chantier est colossal. En quelques semaines, les scaphandriers creusent un cratère de 25 mètres de diamètre et arrachent 250 tonnes de ferraille à l'épave du paquebot. Dans la phase suivante, quand ils ont atteint la chambre du trésor, il a fallu déplacer des petits objets pour pouvoir aller les chercher. Le 20 juin 1932, après 4 ans de labeur et de doute, la benne libère ses premiers lingots sur le pont de l'Artiglio. Il faudra 1 année pour remonter la totalité du butin. The Italian salvage ship Artiglio II arrived at Plymouth with £180,000 worth of solid gold aboard.
The gold was the first to be raised from the wreck of the liner Egypt, sunk off Brest in 1922. The boxes for the bullion are being made by the crew themselves from planks out of the hold, and the glittering gold ingots, worth £3,000 each, are being measured for them. It all seems so casual that it's hard to realize that this prize has taken 3 long years to recover. I think underwriters would have been very. Je pense que les assureurs ont été très impressionnés, et il y avait de quoi. D'ailleurs, pour récompenser le courage et la ténacité des hommes de l'Artilio, chacun a reçu une médaille coulée dans un lingot d'argent récupéré. Pour la Lloyd, récompenser tout un équipage est quelque chose d'exceptionnel. Il semblerait que la Sorima ait eu 80%, ce qui sont des conditions tout à fait inhabituelles. Est-ce que c'est parce que la Lloyd n'y croyait pas qu'elle a été aussi généreuse? Le contrat signé était du type no cure, no pay. Pas de résultat, pas d'argent. Comme je l'ai dit plus tôt, cette opération a été considérée comme extrêmement périlleuse. Il est difficile de répondre précisément. Ce qui est sûr, c'est que l'on connaissait les difficultés techniques et on en tenait compte dans les termes du contrat de sauvetage. À leur retour, les scaphandriers ont eu une bonne récompense pour ce qu'ils avaient fait. Mais bon, bien sûr, ce n'était pas eux qui avaient trouvé le trésor, c'était la société, la Lloyds qui l'avait trouvé. Alors je pense que les scaphandriers, selon moi, selon tout le monde à l'époque, n'ont pas profité comme ils l'auraient mérité d'avoir mené à bien ce travail. Je parle d'un point de vue économique. Le régime fasciste a fait beaucoup de bruit autour de ça au niveau mondial. Les Italiens avaient réussi là où les autres avaient échoué. Les pieds lourds de l'Artilio sont reçus et décorés par le Duce, mais l'humeur n'est pas à la fête. Les bruits de bottes et les menaces de conflit contraignent les Italiens à quitter la France. L'Europe fourbit ses armes et la chasse au trésor n'est plus d'actualité. En dégageant les ports meurtris par la guerre, la Sorima vit ses dernières années de plein emploi. Puis la chute des cours des métaux et la concurrence de plus en plus sévère annoncent le déclin de l'entreprise. Pourtant, la piste des trésors engloutis est désormais tracée. Les chasseurs d'épaves voyagent avec acharnement dans le temps et ramènent à la mémoire ces navires qui hantent les océans. En ouvrant la porte des cales et des coffres, ils ouvrent avant tout celle de notre imaginaire. Qui naquirent les scaphandriers de l'Artilio, qui pénétrèrent les abysses profondes de l'océan, découvrant les trésors et les secrets. L'Océano Atlantique. Mare, perché questa notte mi inviti a sognare, mentre soffro non so più scordare il mio perduto amore. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri quassù e fai più triste il cuore.
dal cielo scende su te come un manto d'argento, e in questo incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa tremare il cuore. Torna ogni vela e tu non vuoi tornare, che lacrime amare versare fai tu.